Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Pour notre épisode de ce soir, je vous propose d'explorer non pas une période de l'histoire ou un lieu, mais plutôt un phénomène, une expérience subjective, la conscience, c'est-à-dire cet état, cette faculté de savoir qu'on existe, de se connaître dans sa réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous et moi, on sait qu'on existe. Et si on se concentre un peu sur la question, on est capable de reconnaître qu'on a un corps physique qui est placé dans un certain lieu, un environnement. C'est quelque chose qu'on est capable de percevoir. Et le fait qu'on puisse le percevoir, qu'on puisse se voir nous-mêmes comme des êtres, nous fait réaliser qu'on a une sorte de dualité, ou au moins on en perçoit une. Une dualité parce qu'on sait qu'on a besoin d'un corps pour vivre, mais notre esprit peut s'en détacher, mettre cette réalité physique à distance. La pensée peut voyager, se pencher sur le passé, se projeter dans le futur, ou simplement se décaler un peu pour dire « j'existe ». Et c'est ça qu'on entend par la faculté de se connaître, de s'identifier soi-même comme un être à part entière. Cette faculté qu'on a soulève des questions. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène de la conscience de soi qui est si familier qu'on n'y pense pas spécialement dans la vie quotidienne? Est-ce que d'autres êtres vivants que les humains perçoivent aussi cette dissociation, cette réalisation qu'ils existent? Est-ce que c'est une sorte d'illusion? Est-ce que ça veut dire qu'on est des êtres avec une dimension physique et une autre immatérielle, ce que certains appelleraient une âme? Ou alors est-ce que c'est une faculté qui émerge d'un substrat biologique, d'une certaine complexité du cerveau par exemple? Et dans ce cas, si la conscience apparaît à partir d'une certaine capacité à traiter de l'information, est-ce que des intelligences artificielles pourraient acquérir une conscience? Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre avec laquelle on est en tant qu'humain? Et d'ailleurs, justement, est-ce que la conscience est innée ou est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on développe par l'éducation et la socialisation, le rapport aux autres? Et pour en finir avec les questions, est-ce que c'est quelque chose de binaire? On a une conscience ou on n'en a pas? Ou au contraire, plutôt un continuum, un spectre avec différents degrés, et peut-être que certains animaux auraient cette faculté jusqu'à un certain point? Ça fait beaucoup de questions, mais rassurez-vous, on va prendre les choses dans l'ordre, et ça va s'avérer plus simple et plus accessible qu'il n'y paraît. Comme vous pouvez l'imaginer, la question de la conscience touche à différents domaines. La philosophie, la médecine et la biologie, la neurologie, peut-être la spiritualité, et même l'histoire, parce que vous allez voir que la façon dont la question a été comprise et abordée a bien changé à travers le temps. Ça nous fait beaucoup de choses à découvrir, et on va le faire très concrètement, en prenant des exemples tirés de la vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement. N'oubliez pas d'aider un peu cette émission en vous abonnant, en likant cet épisode, en commentant. C'est nécessaire pour attirer les faveurs des algorithmes. Et je remercie tous ceux d'entre vous qui, à chaque épisode, montrent leur soutien.
Maintenant que vous êtes prêts, partons pour ce nouveau voyage. Alors déjà, il y a une définition plutôt médicale de la conscience, qui est d'ailleurs celle à laquelle on pense le plus souvent dans la vie quotidienne. La conscience, au sens médical, c'est l'état d'éveil, par opposition au sommeil ou à l'évanouissement. Quand on s'évanouit, on perd conscience, ou au coma. Dans ce sens médical, la conscience, ça n'est pas la capacité de percevoir son existence ou de faire une introspection. C'est un état éveillé dans lequel on perçoit l'environnement et on est éventuellement capable d'y réagir. Mais si on y pense un peu, cette définition médicale n'est pas entièrement séparée de définitions peut-être un peu plus profondes de la conscience, parce qu'elle fait quand même référence à un état d'éveil. En fait, le problème, quand on commence à réfléchir sur la conscience, c'est un peu comme pour des concepts comme le bonheur ou d'autres états d'esprit. On voit plus ou moins de quoi il s'agit, on comprend ce terme. Par exemple, quand je vous dis que la conscience, c'est la capacité de réaliser qu'on existe, qu'on vit, vous saisissez facilement ce que ça veut dire, parce que vous connaissez cette perception. Mais comme ces autres concepts, quand on essaye de les définir plus précisément, de les embrasser de plus près, ça se complique. Ils nous échappent. On se rend compte qu'on ne sait plus par quel bout les prendre, et au lieu de réponses, on se retrouve face à plus de questions. On peut avoir l'impression, paradoxalement, qu'on les comprend moins quand on essaye de les définir. Alors pour éviter ça, pour ne pas s'égarer dans la sémantique et perdre le contact avec la réalité, on va plutôt commencer avec une question concrète. Est-ce que les animaux ont une conscience ? À cette question, il y a une tradition philosophique, antique et moderne, qui répondait que non. Jusqu'au XIXe siècle, une croyance très répandue, c'est que les animaux sont dénués de capacités cognitives, et qu'à cet égard, ils sont complètement distincts de l'humanité. On croit que les animaux sont des créatures vivantes, certes, mais appartenant à un royaume totalement distinct du nôtre. L'idée que l'homme soit une espèce animale n'existe pas, ou en tout cas elle est socialement totalement inacceptable. C'est une conception qui domine parmi les philosophes de l'Antiquité et qui a probablement influencé les grandes religions monothéistes. La Bible hébraïque et l'Ancien Testament dans la Bible chrétienne disent explicitement que le monde naturel, la création, y compris les animaux, est placé sous la garde de l'humanité, avec le droit de l'exploiter comme ressource. Un droit qui ne va pas sans responsabilité. Les hommes seraient gardiens du monde naturel, ils en assureraient l'intendance accordée par Dieu. Mais il y a une hiérarchie très claire. Les hommes ne sont pas des animaux. Leur nature est différente. Ils sont d'ailleurs à l'image de Dieu. Et cette nature différente de l'homme s'exprime dans leur capacité de penser, dans leur capacité aussi de parler. Le langage est un élément qui est conçu comme fondamental. Vous connaissez la citation « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Cette citation est au début de l'Évangile selon saint Jean. Le Verbe, ici, c'est à comprendre au sens du terme grec « logos », un concept qui est à la fois la parole, mais aussi la raison et le discours divin.
le fait que l'homme ait accès au logos, au verbe, c'est vu comme un attribut d'origine divine qui sépare irrémédiablement l'humanité du règne animal. Dans ce domaine, la tradition islamique est assez proche de celle du judaïsme et du christianisme. Elle met en avant la mission d'intendance responsable de l'humanité vis-à-vis de la nature. La nature est là pour être exploitée raisonnablement. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que les animaux puissent être des êtres sensibles ou qu'ils n'ont aucune forme d'intelligence, mais c'est une question de hiérarchie. Les hommes seraient par nature aussi distants des animaux qu'ils le sont de Dieu. Et cette conception du règne animal reste très enracinée dans les traditions philosophiques et théologiques de l'Antiquité, du Moyen Âge, ou même du début de l'époque moderne, à la Renaissance. On continue à juger les animaux généralement dénués de pensée et de langage. Et il aurait même été blasphématoire, inacceptable, de dire que les humains étaient une espèce animale. C'est quelque chose qui apparaît impensable à l'époque. D'ailleurs, quand on traitait des hommes avec des noms d'animaux, c'était toujours avec l'intention de les insulter, pour exprimer qu'ils avaient perdu ou abandonné leur part d'humanité. Un sens qui n'a pas totalement disparu aujourd'hui. Il affleure encore. Je vous raconte tout ça parce que c'est important pour comprendre la pensée de l'époque moderne, à partir de la Renaissance, sur la conscience. En particulier la pensée ou la conception exprimée par un philosophe comme Descartes. C'est lui qui notamment a utilisé l'expression « cogito ergo sum ». Je pense, donc je suis. Qu'est-ce que ça veut dire « je pense, donc je suis » ? Évidemment, beaucoup de choses existent sans penser, donc le fait de penser n'a pas l'air d'être la condition nécessaire pour exister. Et Descartes le comprend bien, il n'est pas stupide. Ce qu'il veut dire par cette formule, c'est que le fait de pouvoir penser est ce qui définit l'existence humaine comme celle d'un sujet. Et dans la conception de Descartes, les animaux ne pensent pas. Évidemment, ils existent, mais ils ne sont pas des sujets, ils ne sont rien d'autre que des machines biologiques, certes assez complexes ou élaborées, mais sans capacité à réaliser, à savoir qu'ils existent. En d'autres termes, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Mais Descartes observe aussi que les êtres humains sont également, au moins pour une part, des machines biologiques. D'ailleurs, le corps des êtres humains partage beaucoup de similitudes avec les animaux dans leur fonctionnement. Alors qu'est-ce que les hommes ont en plus qui leur permet d'être des sujets, de penser et de savoir qu'ils existent? Eh bien, toujours selon Descartes, c'est le fait que les hommes ont une nature double, une dualité. Ils ont un corps physique et en plus, un esprit qui en est distinct. Ce qu'il appelle l'esprit, c'est tout ce qui est immatériel chez l'homme. La pensée, la conscience, c'est-à-dire cette connaissance de notre existence, et la perception de ce qui est autour de nous, comme étant un environnement distinct de nous-mêmes, et aussi l'âme. Donc, selon Descartes, cet esprit est quelque chose de totalement immatériel. C'est ce qui fait qu'on est soi. Mais le corps et l'esprit interagissent. L'esprit peut donner des ordres au corps, par exemple pour le faire bouger. Et ce qui arrive au corps, comme la douleur ou le plaisir physique, peut aussi affecter l'esprit. Et comment est-ce que ça marcherait selon lui ? On l'ignore,
mais Descartes suppose que le point de connexion entre les deux se situerait dans le cerveau, au niveau de la glande pinéale. Supposition assez gratuite et qui effectivement à notre époque paraît absurde, mais c'est en tout cas ce qu'il écrit. D'ailleurs, petite parenthèse sur cette idée que l'esprit est localisé ou connecté au corps par le cerveau. Quelque chose qu'on considère comme une évidence aujourd'hui, mais c'est une conception qui a mis un certain temps à s'imposer. Les anciens Égyptiens et d'autres civilisations antiques, par exemple, considéraient que le siège des pensées et des émotions était le cœur. L'affirmation que le cerveau est crucial dans la pensée s'affirme en fait plus tard, dans la période grecque classique, et elle n'est pas encore consensuelle à l'époque. Il y a des penseurs comme Hippocrate ou Platon qui situent les sensations et les pensées dans la tête. Mais pour Aristote, le cerveau servirait seulement à refroidir le sang, et lui aussi situe le centre de la pensée dans le cœur. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, des dissections réalisées par des médecins grecs renforcent l'idée que le cerveau est probablement central, parce qu'on observe toutes ces terminaisons nerveuses qui y convergent. Et cette conception va s'installer définitivement au Moyen Âge. Les érudits, chrétiens comme musulmans, reconnaissent le cerveau comme siège de la pensée, ou au moins comme ce point de contact entre le corps physique et l'esprit immatériel. Une conception sur l'importance du cerveau qui est encore renforcée quand on observe que des blessures à la tête, au cerveau, peuvent affecter la capacité à penser ou les sensations, alors que ça n'arrive avec aucun autre organe. Donc au XVIIe siècle, l'époque de Descartes, le cerveau est reconnu comme le siège de la pensée, mais avec une nuance importante. Personne ne pense une seule seconde que l'esprit, avec ses manifestations comme la pensée ou la conscience, soit produit par le cerveau comme résultat de processus physiques et chimiques, biologiques. On voit le cerveau comme un point de rencontre, l'endroit où cet esprit immatériel, qui inclut aussi bien la pensée que l'âme humaine, s'ancre avec le corps physique. Ce qui est très différent que de penser que le cerveau produit la pensée ou produit l'esprit. Pour en revenir aux animaux, jusqu'au XVIIIe siècle, tout cet héritage philosophique et théologique qui vient de loin amène à conclure que l'animal est totalement dénué de conscience de lui-même. Il ne peut pas savoir qu'il existe. Jusqu'au XIXe siècle, où on va commencer à interroger ce postulat. Pourquoi est-ce que le sujet revient sur la table ? Déjà parce qu'on commence à interroger, à questionner cette séparation stricte entre l'humain et l'animal, à partir de différentes approches. Évidemment, il y a la première théorie de l'évolution au XIXe siècle, décrite par Charles Darwin. L'idée que l'humain est une espèce animale, le produit d'un processus d'évolution. Mais ça n'est pas seulement ça qui amène à reconsidérer la différence entre homme et animal. C'est aussi une période où la zoologie avance à grands pas. On classifie les espèces et on étudie leur comportement, en particulier celui des mammifères. La microbiologie apparaît aussi, qui se plonge dans les tissus vivants et dans les cellules. Et tout ça, ça amène à conclure que certes, les humains ont de grandes différences avec les animaux, mais ils ont quand même aussi énormément en commun. Depuis leur corps,
avec les mêmes structures corporelles, les mêmes organes internes, les mêmes cellules qui les composent, les mêmes plans corporels en général, là où sont placés les membres et les organes. Et ils ont aussi en commun beaucoup de comportements ou d'instincts, le comportement social, la communication, des instincts comme l'instinct maternel ou l'instinct de préservation, l'expression également chez beaucoup d'espèces animales de ce qui ressemble à des sentiments ou à des états d'esprit. Face à cette masse d'informations nouvelles, cette ancienne conception qui voyait l'homme comme une catégorie complètement à part, commence à reculer et à être remplacée par le modèle de l'évolution. Une conception du vivant qui remet l'homme à l'intérieur du règne animal, comme une espèce qui a développé tellement de traits culturels et comportementaux, qui a une telle capacité à penser, y compris de façon abstraite, qu'elle serait devenue très différente des autres espèces animales. Mais alors, si, malgré toutes ces capacités cognitives et cette capacité de conscience de soi-même, on replace l'homme dans le monde des espèces animales, est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'animal aussi pourrait avoir accès à la conscience, d'une manière ou d'une autre ? Une question qui amène également à reconsidérer ce phénomène de la conscience. Est-ce qu'au bout du compte, c'est quelque chose de binaire, on l'a ou on ne l'a pas, ou alors quelque chose de plus subtil ou progressif, avec un spectre et différents niveaux de conscience? Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ça devient une grande question pour les biologistes, les zoologues ou les éthologues. L'éthologie, c'est la branche de la zoologie qui étudie le comportement animal. Dans sa forme moderne, l'éthologie fait appel à différentes approches, l'observation des comportements, mais aussi la neurobiologie des animaux, l'écologie, la façon dont ils communiquent à travers différents sens. C'est aussi une discipline qui prend différentes formes selon les espèces qu'elle étudie. Étudier des mammifères sociaux comme des loups ou des éléphants, c'est très différent de l'étude des insectes, par exemple. Donc notre question initiale, est-ce que les animaux ont une conscience, commence à être étudiée vraiment sérieusement. Et en particulier, pour ça, on développe une expérience, un test, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est le test du miroir. Quand on place un être humain adulte devant un miroir, même une personne qui n'a jamais eu de miroir dans sa vie, ça a été vérifié auprès de tribus de l'Amazonie, restées coupées du reste du monde, l'être humain comprend immédiatement que ce qu'il voit dans le miroir, c'est son propre reflet, son image. Et ça, on le comprend puisqu'on a déjà parfaitement intégré, ou notre esprit le sait, qu'on est des êtres distincts de notre environnement. On a un corps qui se termine quelque part. On connaît la forme de ce corps et on sait que ce qu'il y a au-delà, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Mais est-ce que des animaux peuvent savoir ça? Percevoir leur existence en tant qu'entité distincte? Les mettre en face d'un miroir, c'est un bon test, parce que ça peut nous informer de leur capacité à se distinguer du reste de leur environnement, à comprendre que ce qu'ils voient en face d'eux, c'est eux-mêmes. Et il est vite apparu que différentes espèces passaient le test avec succès. Beaucoup d'entre elles étant des mammifères, les chimpanzés et d'autres singes, les éléphants, les dauphins, les cochons. Mais pas seulement des mammifères. Les perroquets ou des corvidés comme les corbeaux
y arrivent aussi. Corbeaux qui ont une certaine réputation d'intelligence, et en partie, ils ont obtenu cette réputation par leur succès au test du miroir. Pour rendre le test plus convaincant, des scientifiques ont placé une marque de couleur avec de la poudre sur le front de chimpanzés qui avaient déjà vu leur reflet avant et qui pouvaient s'en souvenir. Quand on les remet face au miroir, les chimpanzés ont la réaction d'essayer d'effacer la marque, de la nettoyer, parce qu'ils ne la reconnaissent pas comme faisant partie d'eux. L'éthologie est aussi parvenue à la conclusion que beaucoup d'autres espèces, en fait, beaucoup plus que celles qui réussissent au test du miroir, arrivent à se distinguer de leur environnement. Le point faible du test du miroir, c'est que c'est un test visuel. Donc il favorise des espèces qui utilisent en priorité la vue pour s'orienter et se situer. Mais évidemment, il y a d'autres sens. Et beaucoup d'espèces sont aveugles. Elles utilisent le toucher, l'ouïe, l'écholocation ou l'odorat pour se guider. Une intuition qu'a eue Darwin pendant ses expéditions autour du monde, c'est qu'à un certain point, tous les grands animaux avaient une conscience minimale d'eux-mêmes, comme des entités distinctes, parce qu'ils font des choix en réponse à des stimuli externes. Et Darwin se dit que si un organisme décide de bouger à droite ou à gauche en réponse à l'environnement, c'est qu'il doit avoir un degré minimal de perception qu'il a un corps fini et qu'il existe dans un environnement plus grand que lui. Il prend aussi l'exemple de la reproduction. Dans beaucoup d'espèces, il y a des rituels de séduction. Les femelles choisissent le ou les mâles avec lesquels elles vont s'accoupler, en fonction de ce que les mâles leur proposent, que ce soit des couleurs, des tailles, des danses, les nids qu'ils construisent parfois. Ce choix est instinctif, au sens où il sera fait par des individus qui ne l'ont jamais fait, ni appris avant. Mais pour pouvoir faire le choix, la femelle doit être capable de se distinguer elle-même des différents mâles qui la courtisent. Elle a un degré d'autonomie qui lui permet de se comporter en sujet. Et selon lui, cette capacité à comparer et à choisir, c'était le signe d'un degré minimal de conscience, une perception que l'animal est une entité séparée du reste du monde. De ces différentes expériences, il semble apparaître qu'en fonction des espèces et des sens qu'elles utilisent, la conscience animale dépend plus d'une batterie de critères que d'un seul test définitif. Mais le type de conscience dont on est en train de parler, celui qui permet de savoir qu'on est un être distinct, séparé de l'environnement, ça n'est pas exactement ce qu'on entend par conscience humaine en général. Au début, quand je vous ai parlé de la conscience, ce à quoi vous avez pensé, ça n'est pas seulement cette capacité à se distinguer de l'environnement, c'est aussi cette capacité à se distancier de nous-mêmes, à être conscient qu'on est conscient, à conceptualiser le phénomène, à penser au fait qu'on pense. Ça nous renvoie à cette idée d'un continuum. La conscience pourrait bien être plutôt une capacité à se percevoir soi-même, qui a différents degrés, différents niveaux, qui peut être plus ou moins profonde. Parce qu'il y a quand même encore un écart entre le chimpanzé qui se reconnaît dans le miroir et qui efface la marque sur son front, et l'homme conscient qu'il est conscient, qui peut philosopher sur le sujet et se mettre à distance de son être pour essayer de penser en termes généraux. Donc sur ce continuum, ou ce spectre, on pourrait placer vers le début le fait de se percevoir comme entité, et vers la fin, à un niveau plus élevé,
le fait de penser qu'on pense. Une théorie assez répandue, c'est que ce niveau de conscience animale minimale serait apparu avec les premiers systèmes nerveux, les premiers cerveaux. Durant cette période d'explosion des formes de vie qu'on appelle le Cambrien, il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pourquoi ? Parce que le Cambrien, c'est la période où on pense que la vie fait un grand saut. C'est ce que les registres fossiles nous indiquent. Un grand saut entre des êtres au départ unicellulaires ou multicellulaires mais très petits, avec peu de cellules, jusqu'à des êtres macroscopiques, beaucoup plus grands, des milliers de fois plus grands. Ça veut dire un nouveau monde, dans lequel maintenant il y a des écosystèmes avec des prédateurs et des proies. Et pour développer des corps qui ont maintenant des millions ou des milliards de cellules, un animal a besoin que de l'information circule dans son corps. Il faut que d'une façon ou d'une autre, les cellules puissent percevoir et s'ajuster à ce que font les autres cellules pour se transformer. Parce que les êtres multicellulaires ont des cellules spécialisées. Il faut aussi à l'animal un système nerveux pour recevoir de l'information extérieure, la traiter, y réagir. Et on pense que cette complexité, nouvelle à l'époque, devenue nécessaire, c'est la matrice de cette conscience animale minimale qui permet de se distinguer de l'environnement. Une faculté qui était devenue indispensable. Maintenant, pourquoi est-ce que la conscience et les pensées en général seraient des produits du cerveau, plutôt que des phénomènes immatériels qui existent sur un autre plan, comme dans cette conception dualiste de Descartes dont on parlait auparavant? Parce qu'en plus de cette histoire évolutive, on observe que des degrés plus élevés de conscience chez les espèces animales apparaissent systématiquement avec des cerveaux plus complexes. Aussi parce que l'imagerie cérébrale montre que les pensées qui touchent à la conscience, comme le fait de reconnaître son image, de ressentir des sensations, ou de réagir en fonction de l'environnement, ou simplement le fait de se comporter en sujet, de faire des choix, ces pensées apparaissent systématiquement avec l'activation de certaines zones du cerveau, avec des impulsions électriques et des neurotransmetteurs qui se déplacent. Et c'est pour ça que la science moderne cherche la conscience dans le cerveau, et pas ailleurs. De toute façon, elle ne peut chercher que dans ce qui a un substrat matériel, quelque chose qui puisse être mesuré, testé, vérifié. Ce recentrage de la science sur le cerveau et sur sa réalité matérielle a brisé des liens très anciens, comme autour du concept d'âme, qui n'est plus mélangé ou confondu avec la question de la conscience, dans ce fourre-tout un peu mal défini qu'on appelait l'esprit humain. L'âme est un sujet métaphysique qui relève de la foi. La science n'a pas vocation à la prouver ou à l'infirmer, et c'est sur ce plan qu'elle se place et qu'elle est comprise aujourd'hui, alors que les pensées et la conscience paraissent plus ancrées dans le monde physique. Elles sont des concepts immatériels, on ne peut pas toucher ou voir une pensée, mais elles émergent d'un substrat matériel. Tant que cette séparation entre âme, conscience, pensée n'était pas faite, c'était compliqué et très sensible de parler de cette matérialité de l'esprit, parce que l'âme faisait partie du package. Et donc au XIXe siècle, c'était vite blasphématoire, en tout cas socialement sensible, d'avancer que l'esprit émanait de tissus biologiques. En d'autres termes, on a redéfini l'esprit à la période moderne, entre une partie métaphysique, l'âme, et une qui relève de processus cognitifs,
dont fait partie la conscience. Donc je vous disais qu'il y avait une forte corrélation entre une conscience plus développée sur ce spectre de la conscience et une complexité neurologique croissante. Petite parenthèse à ce sujet d'ailleurs, la complexité du cerveau n'est pas synonyme de taille. Une certaine taille est nécessaire, mais ce qui est bien plus important, c'est la quantité de connexions neuronales et les chemins par lesquels le cerveau fonctionne. C'est ça qui détermine sa complexité. Justement, à cet égard, c'est intéressant de se pencher sur une autre question. Il apparaît que la conscience est quelque chose qui s'apprend ou qui se développe pendant la croissance des individus. Ça n'est pas une capacité innée qu'on posséderait à la naissance, en tout cas pas entièrement. Une question intéressante, c'est de savoir si des enfants, à différents âges, ressentent ou perçoivent la conscience comme des adultes. Et la réponse, c'est que non. Leur degré de conscience s'approfondit avec le temps, alors qu'ils grandissent et qu'ils se socialisent. Et c'est quelque chose d'important quand on compare les humains aux animaux. Les nouveau-nés humains, pour ce qui est de la conscience, partent à peu près sur la même ligne que les bébés animaux. Mais ils apprennent très vite et leur conscience s'approfondit bien plus rapidement que celle des animaux, notamment avec leur socialisation. On a tenté sur des bébés les mêmes expériences que sur des animaux pour mesurer leur degré de conscience. Et selon ces expériences, les nouveau-nés montrent des signes de conscience basiques dès leurs premières semaines. Ils répondent à la douleur, ils expriment des émotions comme la satisfaction ou la détresse, ils reconnaissent des visages familiers. Et ça, ce sont des signes qu'ils ont au moins le premier degré de conscience. La perception qu'ils sont dans un environnement qui n'est pas eux-mêmes. On a aussi étudié l'activité cérébrale de bébés de quelques mois, qui sont en phase intense de formation des connexions entre neurones dans leur cerveau. Et cette activité apparaît déjà proche de celle des adultes quand ils perçoivent et qu'ils réagissent à leur environnement. Mais si vous placez un enfant d'1 an ou 2 devant un miroir, il n'arrive pas à se reconnaître. Il échoue au test du miroir. C'est autour de 2 à 3 ans que les jeunes enfants passent le test avec succès. Ce qui suggère que la conscience de soi, cette perception qu'ils sont définitivement séparés du reste du monde et qu'ils sont des sujets, cette perception apparaîtrait autour de 2 ans. Et il semble que le développement de la conscience continue après. Par exemple, les enfants de moins de 2 ans ne semblent pas capables de former des souvenirs autobiographiques. Ils se souviennent de certaines choses, la mémoire existe, mais ils ne connectent pas ces souvenirs avec eux-mêmes, comme s'ils n'en faisaient pas partie. Cette capacité à saisir qu'ils ont une histoire personnelle, une biographie, c'est quelque chose qui s'acquiert entre 2 et 5 ans. Une période où ils apprennent aussi à beaucoup plus articuler leurs émotions et leurs pensées, ce qui semble indiquer que leur expérience subjective s'enrichit à mesure qu'ils deviennent de plus en plus conscients d'eux-mêmes. Le développement de ces différents aspects de la cognition apparaît lié au développement du cerveau, en particulier ce qu'on appelle le cortex préfrontal, la région du cerveau dont on pense qu'elle gère les pensées plus complexes. Et le développement continue après 5 ans. La capacité à planifier, à imaginer, à se projeter dans différentes situations, qu'on peut voir comme liées à la conscience, parce que pour faire tout ça, une personne a besoin de se voir elle-même comme un individu qui pense maintenant, et aussi qui pensera plus tard, c'est-à-dire un haut degré de conscience de ce qu'elle est
et de ce qu'elle peut et pourra faire. Tout ça nous dit que la conscience croît ou s'approfondit avec l'éducation et la socialisation. Il faut certainement un potentiel intellectuel, cognitif, mais comme beaucoup de capacités intellectuelles de l'homme, le potentiel ne se développe qu'avec les interactions avec l'environnement et avec les autres. Et c'est peut-être une grande différence entre les humains et les singes ou les autres animaux. On a observé par expérience que les capacités cognitives entre humains et grands singes ne sont pas très différentes au tout début de la vie. Mais les enfants des hommes continuent à progresser jusqu'à l'adolescence. Par comparaison, ils développent leur capacité à s'exprimer, à verbaliser, à conceptualiser, à planifier de façon fulgurante, et on pourrait ajouter à ça l'intensité de leur conscience. Alors que les autres espèces atteignent un plateau autour de 2 ou 3 ans, et après ça, elles ne progressent plus, l'écart se creuse avec les hommes. Donc à la question de savoir si les enfants ou les bébés ont une conscience d'eux-mêmes, on peut répondre que oui, au moins au sens basique de faire la différence entre eux et le reste du monde. Mais il leur faut encore un long chemin de plusieurs années pour finir par réaliser déjà qu'ils sont conscients, qu'ils existent comme sujets, et ensuite pour réaliser qu'ils sont conscients, pour pouvoir faire cette mise à distance qui apparaît avant l'adolescence, mais pas avant qu'ils aient appris à parler et à conceptualiser beaucoup d'autres choses. Maintenant, posons-nous une autre question. Les scientifiques et les philosophes ont largement accepté que la conscience n'est pas séparée de la réalité physique, du cerveau, puisqu'elle peut se définir comme un processus cognitif, processus qu'on peut observer et relier à certaines parties précises du cerveau, et processus qui évolue avec lui quand les enfants grandissent. Ça soulève une question plus controversée. Est-ce que ça veut dire que la conscience est à 100% un produit de la biologie, de phénomènes physiques et chimiques dans le cerveau d'une personne? Ou bien, même si elle est ancrée dans la matière, dans le monde physique, est-ce que la conscience reste au moins partiellement immatérielle, non physique, ou pourquoi pas d'ordre plus spirituel? La première de ces deux visions, la matérialiste, apparaît au XIXe siècle, une époque où on a tendance à penser que les sciences dures vont tout expliquer. Quand je dis que c'est une conception matérialiste, ça n'est pas au sens du matérialisme comme le goût pour la possession de choses matérielles. Je l'entends au sens plus philosophique du terme. Le postulat que tout ce qui importe, et tout ce qu'on pourra de toute façon jamais connaître, c'est la réalité physique, c'est la matière. Matière dont les idées, les concepts, les sensations émaneraient. Une vision qui évidemment ne laisse pas de place à une conscience immatérielle. Dans la logique matérialiste, la conscience est le produit de processus physiques et chimiques dans le cerveau. Et la preuve en est qu'on peut même la cartographier. La reconnaissance visuelle, quand on s'identifie soi-même dans un miroir, correspond à une activité dans le cortex visuel, alors que la conscience de soi et la conscience qu'on a conscience se joueraient dans le cortex préfrontal, cette région du cerveau où les pensées d'un ordre plus élevé, plus complexes, plus abstraites, sont produites. Un autre argument en faveur du point de vue matérialiste, c'est ce que je vous disais avant sur les enfants. Le développement de la conscience, son approfondissement, va de pair avec le développement du cerveau,
dans les premières années, chez les humains comme chez certains animaux. À cette façon de voir les choses, certains philosophes et même scientifiques rétorquent que, certes, la conscience est indéniablement liée ou a besoin du monde physique, et que l'ancien dualisme à la Descartes, dans lequel la pensée ou la conscience sont totalement détachées de la matière, ça n'est plus défendable. Sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait toute cette activité dans le cerveau quand on pense ? Mais pour autant, une impulsion électrique ou un neurotransmetteur, ça n'est pas une idée ou un sentiment. Comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on saute des phénomènes matériels à des expériences subjectives ? Dans cet interstice, c'est comme s'il y avait un chaînon manquant entre la matière qui est mesurable et observable et une expérience subjective qui ne peut pas être mesurée elle-même, qui en tant que concept n'est pas matérielle et qui pourtant existe puisqu'on la ressent et qu'on en parle. Et c'est vrai que l'approche matérialiste a une difficulté avec ça, avec ce saut entre la matière et l'expérience subjective, l'expérience ressentie. Elle est obligée de dire que c'est comme ça, que telle interaction physique dans le cerveau produit telle cognition, telle sensation. On ne sait pas quel est le lien concret, la formule, qui transforme des processus physiques en sensations, en idées, en concepts, ou en cet état de connaissance de son existence qu'on appelle conscience. Quand on parle de conscience, on doit se placer pour se comprendre dans un registre conceptuel, abstrait. Par exemple, depuis que j'ai commencé à vous parler du sujet, je ne peux pas vous décrire la conscience en parlant d'impulsions électriques et de chemins neuronaux. Je vous parle de concepts, je fais des métaphores, j'utilise l'abstraction, sans quoi il serait impossible de se comprendre pour parler de la conscience. Ce qui veut bien dire qu'on est passé d'un plan matériel à un autre immatériel, celui des idées. Mais comment se fait, comment s'articule ce saut ? Les neurobiologistes peuvent rétorquer que oui, c'est vrai, le saut du physique à l'expérience subjective n'est pas totalement compris, et que la conscience comme perception ne peut pas être réduite pour cette raison à la seule réalité matérielle. Mais pour autant, on peut parfaitement induire chez les personnes certaines sensations et certaines expériences subjectives, simplement en leur administrant des produits chimiques comme des drogues. On sait que telle molécule aura tel effet. C'est prédictible la plupart du temps, c'est vérifié. On peut induire des expériences subjectives comme des hallucinations, des sensations de paix ou d'anxiété, et même l'impression d'atteindre un niveau plus élevé de conscience. C'est comme ça que certains utilisateurs ont décrit l'effet de certaines drogues. Et on fait ça par le seul effet de la chimie. Ce qui semble bien confirmer que le plan matériel produit à lui seul les expériences subjectives, même si on a du mal à expliquer pourquoi et comment. Donc, difficile de trouver un point de rencontre entre ces visions matérialistes et immatérielles de la conscience. L'approche matérialiste bute un peu sur cette question du saut ou du chaînon manquant entre la biochimie et l'expérience vécue par l'individu. Alors que le point de vue immatériel est obligé de s'appuyer sur des points plutôt métaphysiques ou spéculatifs, qui ne sont en fait convaincants que pour ceux qui y croient déjà, parce qu'ils sont improuvables. Une approche qui pourrait aider à construire un pont entre ces deux visions, ça pourrait être de voir la conscience comme un phénomène qui émane ou est produit par le traitement complexe de l'information.
C'est-à-dire que ça ne serait pas une réaction physique ou chimique qui créerait directement la conscience. Par contre, le matériel manipule de l'information. Et l'information, c'est immatériel. Mais pourtant, c'est ancré dans la réalité physique. Et si c'était justement le traitement de l'information qui faisait apparaître la conscience à partir d'un certain degré de complexité? Déjà, une conséquence possible de cette hypothèse, ce serait qu'un système non biologique qui traite de l'information, une intelligence artificielle, pourrait acquérir la conscience à certaines conditions. Pourtant, à première vue, ça ne paraît pas forcément si crédible que ça, parce qu'il existe déjà des IA capables de traiter de l'information très vite, des milliers de fois plus vite qu'un être humain. Donc si c'était purement une question de quantité d'information, ça devrait faire longtemps que des IA auraient acquis une conscience, et peut-être même une conscience plus élevée, plus profonde que la nôtre encore. Ça ne paraît pas être le cas. On n'est pas dans Terminator, ou en tout cas pas encore. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une question plus qualitative que quantitative peut-être? La complexité d'un système, ça n'est pas forcément une question de quantité d'informations traitées. Elle dépendrait plutôt de la façon dont cette information est intégrée, interconnectée. Les cerveaux humains, y compris ceux des enfants, et ceux de beaucoup de mammifères, ou encore ceux des poulpes, des pieuvres, ont un haut degré d'interconnexion. Ils forment des réseaux neuronaux très denses. D'ailleurs, leur progrès sur le spectre de la conscience semble assez corrélé avec ce degré d'interconnexion. Donc, si on accepte cette hypothèse que la conscience est le produit de ces réseaux neuronaux, qu'elle en émane, alors ce qui compte, c'est l'architecture de traitement de l'information, pas vraiment la biologie. Et une IA désignée de cette façon, comme un cerveau, pourrait également devenir consciente. Mais les IA actuelles ne sont pas conçues comme ça. En tout cas, pas les IA publiques auxquelles on peut confier toutes sortes de tâches. Celles-là, elles sont performantes pour traiter d'énormes quantités d'informations. Mais elles ne les intègrent pas de la façon dont les cerveaux humains et animaux le font. Elles sont conçues pour des tâches précises, comme reconnaître des patrons et les réutiliser, ou générer du langage, mais pas pour créer une expérience subjective unifiée. En d'autres termes, elles sont des supercalculateurs très sophistiqués, mais qui n'ont pas de raison de développer une compréhension de ce qu'est exister. Et elles ne peuvent pas générer cette expérience subjective. Vous avez peut-être déjà connu cette sensation en traitant avec une IA, qu'elle est à la fois incroyablement puissante, performante, et en même temps totalement stupide. Parce qu'elle est capable de dire des choses évidemment fausses ou incompatibles avec ce qu'elle a dit juste avant, sans paraître s'en rendre compte. Les IA vont aussi inventer des choses pour vous donner une réponse, des choses invraisemblables et effectivement fausses, comme le ferait un petit enfant. Ce genre de bêtises a déjà bien diminué depuis les premières générations d'IA, qu'on a justement amélioré avec des systèmes de boucles, de feedback, qui les font parler de façon plus intelligente, qui les rendent plus adaptables. Mais au moins pour les IA publiques, il n'y a pas grand doute qu'elles n'ont pas de conscience. Elles ne font qu'imiter la conscience en parlant à la première personne, mais il n'y a pas d'expérience de l'existence derrière. Maintenant, les IA évoluent très vite et leur architecture n'est pas gravée dans le marbre. Des IA qui recréent les processus du cerveau avec une structure en réseau, comme un réseau neural, pourraient peut-être acquérir une conscience d'elles-mêmes. Si elles le faisaient, ça répondrait à beaucoup de questions.
En tout cas, c'est imaginable si on accepte cette hypothèse selon laquelle la conscience est le produit du traitement de l'information. Mais c'est juste ça, c'est une hypothèse. Parce qu'après tout, on peut adopter un autre angle. On sait que la conscience peut être produite ou connectée à un substrat biologique, comme les tissus du cerveau humain. Mais est-ce que c'est possible avec du silicium comme substrat ? Est-ce qu'il ne faudrait pas obligatoirement un processus biologique qui pourrait avoir à faire avec des processus quantiques, par exemple, qui existent dans des réactions chimiques, mais qui n'apparaîtront jamais à partir d'un circuit électronique ? Un autre problème autour de cette conscience de l'IA, c'est que même si ça arrive, comment est-ce qu'on va bien pouvoir le savoir ? Comment savoir que c'est une vraie conscience et pas une imitation de la conscience par l'IA ? Ça, c'est une vraie question qui nous ramène au tout début de l'épisode. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'avais une conscience, et vous aussi, vous en aviez une. Mais une conscience, ça ne se voit pas. On croit tous que les autres sont eux aussi conscients d'eux-mêmes parce qu'on le déduit. Les autres agissent de telle sorte qu'effectivement ils semblent bien doués de conscience. Et comme on sait que notre humanité est commune, implique des similitudes, on accepte que ce que nous on sait avoir comme faculté, les autres l'ont probablement aussi. On fait une analogie. Et on fait encore des analogies quand on déduit l'existence d'une conscience chez les animaux ou chez les bébés. En fait, ce qu'on observe, ça n'est pas la conscience elle-même, ce sont ses manifestations. Puisqu'une sensation, une perception ou une faculté, ça peut se définir, se discuter, se déduire, mais pas s'observer directement. Et d'une part, ça veut dire que même une IA très convaincante, qui prétendrait avoir une conscience et agirait en conséquence, pourra toujours être suspectée de simuler. Mais ça veut dire aussi qu'on a du mal à imaginer des degrés ou des formes de conscience qu'on ne ressent pas nous-mêmes. On a tendance sans doute à définir et à chercher la conscience d'une manière anthropocentrique, parce que c'est avant tout une expérience subjective et qu'on ne peut pas l'expérimenter autrement. C'est évident par exemple avec le test du miroir, qui est purement visuel. Mais est-ce que des formes de conscience assez différentes pourraient apparaître chez des êtres vivants qui s'appuient plus sur d'autres sens ? Et pour en revenir à l'IA justement, qui n'a pas de sens pour percevoir le monde, elle ne fait que traiter de l'information. Mais pour elle, comme il n'y a pas cette dimension subjective et sensorielle, il n'y a pas non plus de différence entre entendre ou voir. Elle peut seulement conceptualiser ça, sous forme par exemple d'ondes de différentes fréquences, mais elle ne comprendra jamais intimement ce qu'est la sensorialité. Elle ne va jamais voir, ni entendre, ni sentir, ni toucher. Et partant de là, est-ce que développer une conscience est possible ? C'est une bonne question. En tout cas, juste pour imaginer les conséquences, admettons un instant que la conscience soit le produit du traitement de l'information, qu'elle puisse effectivement émaner d'un substrat de silicium, de circuits électroniques, et qu'une IA avec par exemple une architecture en réseau de neurones acquiert la conscience. Ça poserait énormément de problèmes et de nouvelles questions. Juste pour en mentionner une comme exemple, ça poserait des questions éthiques. Est-ce qu'une telle conscience devrait avoir des droits, comme un enfant ou même des animaux sensibles ? Animaux qui bien sûr n'ont pas les mêmes droits que des humains, mais bénéficient de certaines protections légales. Ces droits, ou un certain concept de dignité, sont accordés aux vivants.
Mais est-ce que le vivant, c'est la biologie, ou est-ce que c'est la sensibilité et la conscience? Il faudrait y répondre. Il y aurait aussi des problèmes pratiques. Si une conscience IA apparaît quelque part, ça ne va probablement pas être une seule, parce que le coût marginal pour répliquer de l'information, c'est presque rien. Donc on pourrait copier cette IA. Elle pourrait même se multiplier elle-même, pourquoi pas. Ce qui ferait proliférer les consciences par millions, par milliards, par trillions peut-être. Est-ce qu'on accorde des droits à des entités qui peuvent se multiplier en un claquement de doigts? Peut-être que si ça arrive, l'humanité va devoir revoir à la baisse les protections et le statut qu'elle veut accorder à des consciences. Mais on est tellement habitué à ressentir, à croire, que la conscience c'est la vie humaine elle-même, et que la mort c'est justement quand la conscience disparaît ou quitte notre corps, que transformer la conscience en une sorte de commodité, ça nous choque, ça nous paraît équivalent à dégrader la vie elle-même. Tout ça reste des spéculations aujourd'hui, et peut-être qu'on n'aura pas besoin d'y répondre. Par exemple, s'il s'avère que la conscience a besoin de la biologie, et qu'aucune IA créée par l'homme ne pourra jamais en acquérir une, qu'elle resterait pour toujours des calculateurs sophistiqués qui imitent la conscience sans la connaître. Mais c'est vrai que ce genre de questions pourrait être mis sur la table de notre vivant ou de celui de nos enfants. C'est la fin de notre épisode pour ce soir. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode, une autre aventure de la bibliothèque des rêves et partir en voyage dans le passé, dans le futur, dans l'espace, dans les mythes, autour du monde. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.